Chères et chers amis de la Semaine hispanophone, il nous fait plaisir de vous accueillir à cette dernière conférence clôturant la 11e édition qui a eu comme thème « Communauté et dialogue interculturel ». Cette semaine a été riche en réflexions à la recherche de pistes nous montrant qui est cet autre être humain qui nous fait face, si différent et si proche de nous, en vue de faire tomber les préjugés et de mieux communiquer. Mon nom est Monica Soto et je serai votre maître de cérémonie pendant cette activité de clôture. La conférence d'aujourd'hui, les routes de la mort, culture et résistance, défis des communautés endommagées par la violence, permettra de partager quelques réflexions de nature sociologique et clinique concernant les comportements autodestructeurs qu'ont développé des petites communautés du centre du Mexique. Ces communautés sont aujourd'hui prises au piège entre la violence du crime, la migration traditionnelle et la pandémie. Mais avant, laissez-moi vous présenter notre conférencier. Luis Fernando Macías, actuellement professeur à l'Université de Guanajuato, détient un doctorat et une maîtrise en sociologie de l'Université catholique de Louvain et une première maîtrise en psychologie. Il possède une large formation analytique dans diverses institutions basées en Belgique, en France et au Mexique. Et depuis 1975, il a complété son parcours avec une formation en philosophie. Il a également effectué de nombreux séjours en tant que chercheur invité dans plusieurs universités, principalement à l'université Harvard, à l'université d'Oxford, l'université de Grenade, l'université de Strasbourg et plus proche de chez nous, à l'université Laval de Québec. Avant de passer la parole à notre conférencier, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire de la boîte des questions-réponses que vous avez sur votre webinaire. Et il me fera plaisir de les transmettre au professeur Macías. J'attends une petite seconde et je vais passer la parole maintenant, oui, au professeur Macías. Bonne conférence. Bon, bonjour. Je suis bien content de me trouver ici. En fait, je dis, je suis bien content, mais je suis aussi un peu inquiète parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé. Ça, c'est très typique, penser de mon français. Mais j'espère que vous allez comprendre la majorité de, oui, la grande partie de ce que je vais essayer de communiquer et de partager avec vous. Et attendez, il y a un message ici que j'aimerais bien. Voilà. Donc, je me sens bien content et c'est vrai que c'est un honneur de se trouver à l'occasion de cette, disons, clôture de tout un mois de réflexion, de partage, de discussion entre pairs et avec un public plus élargi sur ce que nous arrive, disons, quand on se propose de faire de la recherche et un peu de la communication, et parfois, et je mis ça dans l'avant-propos de mon texte, partager de l'expérience clinique. Et quand je parle de l'expérience clinique, je dis un peu de cette expérience d'écoute, d'attendre, d'accompagner dans le cadre analytique personnes qui sont
euh, issus d'une expérience, qui portent une expérience dans l'interculturalité, dans la migration. Bon, je vais me permettre parfois de m'adresser un petit peu à mes notes et pour dire effectivement ce qui est bien d'être dit, pourquoi est-ce que je appelais cette communication sur les schémas de la mort adolescents ou d'adolescents. Et puis, ces petits sous-titres, les routes de la mort, culture et résistance des filles dans les communautés endommagées par la violence. Et je me rends compte qu'ici, nous sommes quelques-uns. Je vois mon écran et je me rends compte qu'il y a quelques-uns, ils sont tous très bien disciplinés. Il n'y en a pas beaucoup de visages, de têtes auxquelles s'adresser. Et s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas très intimidé et qui voudrait un petit peu se montrer, ça fera peut-être plus facile pour moi la communication, puisque je pense quelque part qu'on se trouve entre collègues, entre amis, entre personnes qui ont envie de partager, discuter et de dialoguer sur ce sujet. Donc, merci Monica. En tout cas, je vois quelqu'un, je me sens beaucoup plus encadré, je me sens moins inquiète. C'est peut-être quelque chose de culturel aussi. Donc, je préfère parler à quelqu'un. Donc, voilà. Et la question de la migration au Mexique, c'est une question qui se fait depuis plus de 150 années vers l'Amérique du Nord et qui a une signification très spéciale. Néanmoins, je suis bien conscient que ce qui se passe, disons, dans la plupart des communautés mexicaines, notamment comme migration, ça se fait vers les États-Unis. Donc, pour moi, c'est tout un défi d'entamer une communication, un rapport, une rencontre avec le Québec, car si bien il y a une migration qui est de souche peut-être plus récente, c'est vrai qu'il y a des caractéristiques démographiques et sociodémographiques très différentes en général de ce qu'on connaît comme la migration historique dans les États du centre de Mexique. Quand je parle des États du centre de Mexique, ce n'est pas un secret, je parle des États comme Guanajuato, c'est d'ici que je vous parle, l'État de Guanajuato, puis il y a l'État de Jalisco, il y a l'État de Querétaro, Aguascalientes et Zacatecas, donc San Luis Potosí, donc sont les États auxquels je fais référence en disant, voilà, c'est ce que je veux dire, les centres du pays. Alors, pendant un certain nombre d'années, je me suis occupé de faire des études sur la logique, la dynamique de la migration dans la population, de la population mexicaine, donc comme je vous ai dit, vers les États-Unis, mais j'étais très inquiète puisque, disons, je trouvais une certaine correspondance avec un sujet qui m'intéresse avant de ne m'occuper de la question de la migration, qui était la question du suicide, et notamment de suicide chez les gens. Je veux vous présenter tout simplement un petit aperçu de quoi je veux vous parler dans cette, de quoi je vous parle. C'est en espagnol, mais je vais essayer
de vous le montrer, enfin, de traduire un petit peu. Non? Donc, c'est vrai que les suicides, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Et donc, d'après l'Organisation mondiale de la santé, toutes les années, il y a plus de 800 000 personnes qui commettent suicide, ce qui équivaut à une morte tous les 40 secondes. Et pour chaque suicide, on calcule, on imagine qu'il y a, disons, peut-être, on peut imaginer une moyenne de 25 tentatives de suicide et un pourcentage plus élevé des personnes qui ont des idéations, qui ont des intentions suicidaires. Donc, le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité globale dans une population qui est celle entre 15 et 29 ans et qui est considérée en général, pour les statistiques en général, comme la population, jeune. Alors, si bien il y a donc des moyens comme ça, dernièrement, ce qu'on voit, c'est que, comme vous voyez, il y a beaucoup plus de jeunes qui meurent par suicide, overdose, à partir de la pandémie. Et puis, donc, il y a une augmentation dans les taux de suicide des plus jeunes. Donc, on ne parle plus, disons, des jeunes, on parle presque des enfants, entre 10 et 14 ans. Et c'est là, pour les régions des Amériques, on peut imaginer, comme je dis, les régions des Amériques, c'est long, quoi. Donc, aux environs de 100 000 mortes par suicide. Et donc, le suicide, c'est la deuxième cause, comme je vous disais, des mortes entre ces groupes d'âge, entre 15 et 29 années. Et donc, ce qui fait plus ou moins 4 fois plus fréquente, ça arrive 4 fois plus fréquemment dans les jeunes, et ce qui fait que dans les jeunes et les garçons, donc ceux de sexe masculin, et alors ça représente 79% des morts infligées. Et je suis conscient que je dis 79 et pas 79. Bon, et est-ce que cela change quand on parle de migration? Tout simplement pour commencer à partager, disons, une idée et donner un cadre. Bon, bien, ce que nous avons constaté, c'est que oui, il y a des petites modifications dans les statistiques. Et alors, ce que nous voyons, c'est que quand on appelle de la migration ici, quand on parle de jeunes, de la population jeune dans des communautés qui sont les communautés de départ, d'origine de nos migrants, alors on peut se dire qu'il y a des indicateurs qui prennent, disons, quelques alarmes. Si les taux, disons, la proportion des suicides chez les gens masculins est de 4 suicides, disons, par un suicide commis par une femme, nous avons trouvé dans les communautés d'origine, de ceux qui commencent, qui entament la migration, qui approximativement, enfin, qui la proportion est de 2 femmes pour chaque 3 hommes. Ce qui fait que,
disons, ce qui fait justement ça indique quelque part qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les femmes dans les communautés d'origine. Et là, enfin, ça a commencé, disons, à nous poser cette question. Et nous avons commencé, enfin, quand je dis nous, moi et quelques-uns de mes étudiants, nous avons commencé à faire des études et nous sommes demandé s'il y avait un rapport avec la migration, s'il y avait un rapport avec la mobilité et qu'est-ce qu'on pourrait plus ou moins conclure à partir de cela. Donc, il y a 3 scénarios. Donc, une tendance depuis quelques années d'une augmentation des taux de suicide chez les jeunes et puis une significative modification dans les temps, disons, standardisés, normalisés dans les statistiques internationales qui montraient qu'il y avait plus de suicides féminins dans ces régions. Donc, ce scénario qui se présentait dans les communautés d'origine. Puis, un deuxième scénario, c'est comment ça a évolué, ou qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé, disons, dans les dernières années, et notamment dans les phénomènes de ce qu'on appelle, disons, la violence. Donc, qu'est-ce qui se passe et comment s'est installé et comment s'est instauré, disons, dans la vie quotidienne des communautés qui avaient déjà une tradition de mobilisation, de migration, la violence, et si la violence a produit des effets spécifiquement, disons, dans le phénomène du suicide. Et nous nous sommes rendus compte que non, que ce n'était pas seulement, non seulement dans les suicides comme indicateur, mais qui nous avons constaté d'autres phénomènes et qui rendent cette communauté de plus en plus vulnérable. Et le troisième scénario, c'est le scénario de la pandémie. Et donc, depuis mars, avril 2020, je parle de quand la pandémie a été déclarée et disons, installée, ça a été l'objet d'un certain nombre de politiques publiques au Mexique. Bon, je commence pour dire ça. Ça, c'est un peu, disons, le cadre, le 3 scénarios, les trois logiques peut-être qui attire un petit peu cette réflexion. Mais je me rends compte que toutes les réflexions que l'on puisse faire, ils sont encore un petit peu sur les bureaux. Il y a une dynamique des comportements, des transitions, des changements qui se vivent maintenant dans les communautés, à niveau international, mais qui me font penser, qui nous font penser peut-être qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas tout compris, qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut continuer d'explorer. Alors, il y a ces côtés, donc, tout simplement, qui apparemment est très conclusif, mais je dirais, c'est plutôt provocateur, et qui me fait dire un petit peu les communautés expulsantes, les communautés d'origine, maintenant, on dit qu'expulsante, c'est un peu, disons, pas très précis, en plus, ça implique parler de certains, disons, peut-être violence innécessaire pour la construction du concept. On disait souvent expulsion, dans ce qui jette dehors les gens, mais c'est vrai qu'il y a que c'est pas nécessairement au début le communautaire, s'il y a quelque chose de communautaire, cette dimension qui est connue par les sociologues, non, c'est pas exactement la communauté qui expulse, c'est peut-être un certain nombre de facteurs économiques, politiques, etc., vivent ou vécus par les communautaires qui font ou qui produisent
démarche, plus disons, des conditions historiques, culturelles, etc. Mais cette communauté-là, il y a les migrants subissent une transition. On connaît, c'est connu, qui subissent cette transition de la technique économique, un changement très important, une espèce de désertification ou abandon de la production agricole, un changement de métier. D'abord, une mobilisation vers les sites urbains et qui subissent directement des changements dans le système de représentation du monde. Ça, les anthropologues ont documenté très bien et ils continuent à étudier qu'est-ce qui se passe justement quand il y a cet énorme changement dû à ce qu'on appelle, je ne sais pas si je suis très précis dans les catégories, mais qui nous ramène, disons, dans les scénarios de la modernité. Mais alors, il y a quelque chose de l'être traditionnel, si l'on peut dire, du domaine de l'être traditionnel qui ramène au traditionnel, donc qui voyage avec les migrants. Et ceux qui voyagent avec les migrants et qui part va avoir à un certain moment un déploie et une expérience, une confrontation avec les communautés d'accueil. Mais souvent, on pense les choses, disons, comme une espèce de polarisation. Donc, on s'occupe de ce qui arrive au départ et parce que justement, il y a une espèce de mobilité limitée et qu'est-ce qui se passe dans les communautés de départ. Et on a des soupçons, on a des reconstitutions, on a des évaluations et même parfois des études plus précises dans ce qui arrive dans les communautés d'accueil. Mais souvent, c'est l'expérience du trajet qui n'est pas complètement récupérée et qui effectivement s'exprime, mais à mon avis, justement, s'exprime d'une façon, je dirais, parfois, je ne sais pas que ça soit différencié, qui soit, parfois, c'est comme fragmenté, quoi, et pas une fragmentation seulement à caractère, disons, couper quelque chose en différents morceaux. Parfois, c'est une fragmentation due à quelque chose qui, à mon avis, ou un peu après une certaine expérience d'observation et d'écoute, ramène disons, un éclat provoqué de façon violente, quoi, une espèce à l'ordre de traumatique, quoi, de l'ordre de ce qui est mutilé ou qui est quelque part perdu ou qui est quelque part vécu de façon très souffrante. Donc, il y a une confrontation à des pertes, à des agressions, à la mort qui s'est fait pendant le trajet. Et c'est parfois ces trajets qui ramènent ou qui reviennent à une espèce de lieu de non-dit, de quelque chose qui ne peut pas être reconstitué, car quelque part, le langage de départ n'est pas suffisant pour dire ce qui est nouveau, ce qui arrive, et le langage d'arrivée n'est pas suffisant pour reconstituer une subjectivité capable d'exprimer une expérience. Et alors, ce qu'on peut constater, et là je suis un peu désolé parce que j'aurais bien aimé avoir, disons, cette occasion, à cette occasion, la possibilité, je ne dis pas comme on plante, je dis, ça serait peut-être bien de le faire autrefois,
d'avoir un dialogue avec ceux qui s'occupent, par exemple, de toutes ces formes alternatives d'expression. Je dirais en tant que psychanalyste, entre guillemets, qui sait qu'est-ce que c'est un psychanalyste, en tant que quelqu'un qui a occupé ou qui travaille dans cette place, ce qui m'arrive souvent, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut écouter, c'est de nouveaux langages qui ne passent pas nécessairement directement pour la parole, qui est une parole qui a été, disons, quelque part, soit ôtée, soit perdue, soit silenciée traumatiquement, soit, en tout cas, pas encore métissée, pas encore refait. Et alors, souvent, c'est une parole qui se colle à des expressions que l'on peut dire artistiques. Ce n'est pas seulement de la souffrance qui en attend quand on attend, disons, ce qui se passe dans ce processus de reconstruction. Souvent, ce qu'on écoute, ce qu'on attend, c'est ce qui se passe dans différentes façons créatives d'appropriation et d'expérimentation. Et je le sais, mais je ne peux pas parler de ça parce que je sais que ça se passe, mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas une expérience là-dessus, très important, mais je sais que au Québec, c'est une des choses les plus importantes, disons, et qui manque une différence très importante, en tout cas dans la vie culturelle, et, disons, la possibilité de l'expression via la manifestation artistique. Et je dis comme un phénomène culturel. Ce qu'on constate, c'est que quand il n'y a pas cette possibilité, et souvent quand c'est beaucoup plus traumatique que le processus, le trajet, ce que l'on trouve justement, c'est la désolation, parfois le suicide, parfois la violence, et ces genres de choses qui sont souvent classées par la psychiatrie comme la maladie mentale. Je ne veux pas parler de maladie mentale comme ça. Je dis souvent ce qui est tout de suite, disons, maîtrisé, classé et stigmatisé par cette label, pardon que j'utilisais un mot qui n'est pas d'origine romance, par cette étiquette, non, par cette stigme. Et alors, ce qui se passe effectivement, c'est que on a l'impression que quand on s'occupe d'essayer de comprendre comment se fait l'expérience de processus de dialogue, d'adaptation dans les positions interculturelles, après avoir vécu des situations qui sont de l'ordre de déprendement, de déchirement, de ruptures, de deuils, peut-être en fait, et qui sont traumatiques souvent. Et, disons, on se trouve avec des étiquettes, de normalisation, d'explication qui se donnent dans les champs d'une espèce de maîtrise compréhensive attachée, disons, à la maladie, disons, à la maladie, et à des expressions comme la violence, comme des expressions issues du champ de la maladie, souvent de la maladie mentale, de la dysfonction mentale. Or, ce que nous avons constaté, petit à petit, et je crois que là-bas, il y a beaucoup plus de gens et de moyens pour le faire, c'est que, strictement parlant, on ne parle pas de malades. On ne parle pas de malades, de malades mentaux, en tout cas. On ne parle pas de gens qui ont perdu leur faculté ou qui en souffrent, disons, de ce qu'on appelle de trastornos, des règlements, disorder, disons, une espèce de standardisation du terme, quoi. Mais ce qu'on trouve, c'est des gens
qui n'a pas de conditions d'expression, d'autres possibilités d'expression qu'une espèce de violence issue de l'isolement, de la non-compréhension, de la non-possession encore de langage complet pour s'exprimer et de cette espèce de dépouillement, de perte du propre système de représentation, du propre système langagier. Bon, je le dis comme ça, hypothétiquement. On n'a pas encore, disons, suffisamment des éléments pour faire une énorme théorie. Je crois que ça s'est dit, je n'invente rien, quoi. En fait, ça se trouve aussi dans quelques études. Mais ce qu'on voit, c'est que cette adaptation interculturelle, parfois, s'est faite donc à partir des positions qui sont quelque part dévastées, et dévastées par les effets mêmes d'une migration qui, de plus en plus, a, disons, un caractère économique et qui se heurte à des systèmes de criminalisation et souvent, comme je le disais, associés à la façon comme la migration devient de plus en plus, disons, un business, un commerce, un système d'échange qui tombe dans le criminel, fonctionne et tombe avec une logique marchande, une logique des marchés. Et alors, justement, les résultats dont on se rend compte plus ou moins immédiatement, c'est justement, qui se font visibles, c'est justement la mort, les suicides, les addictions, tout ce qui vient de la vulnérabilité, mais ce qui n'est pas suffisamment mis en valeur, ou qui n'est pas suffisamment, disons, instrumenté comme possibilité non seulement de solutions, mais comme possibilité justement d'intégration, de récupération, de restauration, de rétablissement des liens d'origine, des systèmes de représentation, des traditions, etc., et qui pourraient se donner dans d'autres domaines de la culture, apparemment ne sont pas visibles, quoi. Et il semblerait que le multiculturalisme, parfois, c'est une espèce de champ de solution, ou en tout cas, champ de résolution d'autres logiques qui ne soient pas la logique de la mort, la logique du suicide, la logique des addictions, la logique de la violence, la logique de ces changements de marché qui nous subissons, et dans le pays, disons, d'accueil, mais surtout que l'on voit comme un système, comme un cancer qui délabre le réseau social, les réseaux sociaux dans les communautés d'origine. Et le multiculturel qui va, et le multiculturel qui s'est fait déjà dans des situations de trajet, dans des situations de transit, et qui parfois peut s'exprimer dans les lieux d'accueil et parfois pas. Et c'est pour cela qu'il y a quelques personnes sensibles, et pas nécessairement de par leur éloquence ou par leur capacité de théorisation ou par leur positionnement académique, etc., mais des personnes qui expriment très bien. Ça sont souvent des personnes qui ont vécu cette expérience, mais qui l'ont exprimée dans la voix, disons, soit de l'art, et quand je parle de l'art, je dis de la poésie, de la peinture, de la musique, mais aussi dans des expressions qui obligent à faire des réflexions sur la subjectivité nouvelle qui s'exprime dans la vie quotidienne. Je dirais une espèce de reconsidération de soi-même,
à partir de nouvelles possibilités, par exemple, fondées sur le genre, fondées sur les droits de l'homme, fondées sur la possibilité d'entrer dans des systèmes de travail beaucoup plus justes, ou pourquoi pas beaucoup plus, beaucoup plus logique, beaucoup moins délinquentiel, qui est un peu aussi la vie, ce qui fait le quotidien de ceux qui sont partis. Donc, nous voyons et nous constatons beaucoup comment dans les représentations du monde, les gens qui partent, disons, à ce qu'on appelle un rêve, un désir de changement, toute une volonté de vie nouvelles, des espoirs, des fantasmes, etc. Mais souvent, dans cette fantasme, etc., dans cette utopie, il y a toujours une dénonce qui ne s'exprime pas. Si on quitte avec un certain malheur, avec une certaine frustration, je vois que oui, je vais parler encore un petit peu, mais si vous voulez, on peut déjà ouvrir un petit peu le dialogue, car je vois qu'il y a quelques-uns qui se manifestent en disant j'aimerais quand même bien participer, allez, arrête un peu, quoi. Et moi, je trouve ça très, très, très bien. Je voudrais tout simplement fermer ce que je suis en train de causer avec vous, de parler, de communiquer, en disant qu'effectivement, je voudrais quand même pas laisser l'occasion. C'est une très mauvaise traduction, je vous demande pardon d'avance et d'emblée même. Et il y a une réflexion chez Octavio Paz. Je le dis, je sais que je ne voudrais pas, disons, être naïf et imaginer que vous ne le connaissez pas, mais si jamais, disons, il faut le dire, en fait, un prix Nobel de littérature mexicain, en fait, une personne très controversielle aussi, mais qui disait quelque chose comme ça. L'adolescent, je traduis, hein, l'adolescent vacillant entre l'enfance et la jeunesse reste un instant suspendu devant l'infinie richesse du monde. L'adolescent est étonné de l'être, d'être adolescent, et à cet étonnement, pomme, je traduirais, suite une réflexion, ou suite la réflexion, se produit un reflet. Penché sur le fleuve de sa conscience, l'adolescent se demande si ce visage qui montre lentement et qui monte lentement du fond, qui monte, c'est pas montré, qui monte lentement du fond, déformé par l'eau, ne serait le sien. La singularité de l'être, pure sensation chez l'enfant, devient un problème, est une question, une conscience interrogative chez l'adolescent. Rappelons que la fascination de la mort, ce n'est pas tant entrée de maturité ou de vieillesse que de jeunesse. Midi et minuit sont des heures de suicide rituel. À midi, un instant, tout s'arrête et vacille. La vie, comme le soleil, se demande si elle vaut la peine d'être poursuivie. Dans ces moments d'immobilité, qui est aussi le vertige au milieu de sa carrière, se fait l'arrêt qui conduit à la continuité de la vie ou à la fin, ou à sa fin. Et je trouve que ce qui se passe dans les communautés, disons, d'expulsion, dans les trajets et dans les processus d'arrivée, c'est une espèce d'élargissement social de cette expérience adolescente dont nous parle le poète. Moi, je pense que la vie de l'adolescent marginal,
c'est des signes dans la figure absurde de ce tueur à gages, donc sicario nous appelons. Il y a un écrivain colombien, Alonso Salazar, qui au début des années 70 ou 70 a écrit un livre dont la traduction, je ne le connais pas en français, mais c'était quelque chose que nous ne sommes pas nés pour être des semences, pour être la graine, pour être celui qui va rendre fertile le monde. Et c'est un sens de l'humeur un peu macabre, quoi, qui parle de tâches qui ne sont pas encore achevées. Et donc, tous ces désespoirs, les suicides, l'écocide, sont un peu ces réponses réflexives que notre monde apparemment montre à ces adolescents migrants, communautés en reconstitution, qui vit un peu comme la jeunesse ou la jeunesse que l'on trouve, disons, dans ce monde contemporain et dans les suicides. Alors, si vous voulez, je m'arrête un petit peu car je vois effectivement qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire, de poser des questions, et les questions sont peut-être ouvertes. Je ne sais pas, Monica. Oui, je vous rappelle que vous avez la petite boîte questions-réponses, donc vous pouvez vous en servir. Mais il y a quelqu'un qui a posé une question et j'aimerais la transmettre au professeur Macias. La personne demandait si le processus dont vous parlez peut s'assimiler au choc culturel. Je prends la parole pour continuer ce dialogue. Est-ce que c'est du choc culturel? La question c'est si, oui, mais à condition de que l'on puisse peut-être étaler un petit peu plus ce concept de choc culturel. Et ça fait quelques années, vous le trouverez toujours chez le docteur Google qui sait beaucoup plus que moi dans ce qui concerne l'information immédiate. Mais Putnam a écrit un livre qui s'appelait quelque chose comme, en anglais, Bowling Alone. Donc, c'est quelque chose comme jouer au boliche, on dit au Mexique, mais je ne sais pas si c'est comme ça, parce qu'en Amérique du Sud, boliche, c'est autre chose, quoi, mais au bolos, non? Bolos, je crois qu'on dit, non? C'est bowling alone, non? Jouer au bolos. Et en français, je ne sais pas quel est le nom, malheureusement. Mais alors, ce qu'il disait, dans ce livre, c'était un petit peu, il parlait de conditions spécifiques de déchirement, de déconstruction, des changements culturels dans le pays que l'on appelle maintenant d'accueil, mais qui ne ramènent pas à des logiques de la migration seulement. Donc, ce sont des inerties qui viennent d'avant, qui ont à voir avec la organisation structurelle de la famille, l'organisation du changement de la composition de la vie, la trajectoire de vie, les différentes étapes, voilà, vous voyez donc des modifications, des modernisations aussi. Et alors, il me fait penser à quelque chose comme un choc qui s'est donné ou qui s'est fait à la rencontre, disons, des processus de déstructuration et reconstitution qui se font ensemble. Donc, ce sont des gens qui se trouvent dans leur faillite, ou bien peut-être dans leur reconstruction, mais qui se trouvent en tout cas dans un processus de transformation très important et que parfois on oublie. Donc, et alors, c'est bizarre parce que au lieu de provoquer ou de faciliter la rencontre dans ces processus, disons, de humus, de fertilisation, de décomposition, etc., et on fait appel à des instruments traditionnels qui sont souvent très
préjugeuses, qui sont des préjugeuses, des idées reçues sur l'autre, sur autrui. Donc, c'est-à-dire qu'on se rencontre effectivement, mais puisqu'on ne se comprend pas, alors on se refuge, on se fait une espèce de protection, on fait une espèce de rempart, quoi, et battu sur des idées reçues. Voilà, donc je et moi je ma signification, mes procédés de signification, de compréhension, utilisent plutôt, disons, des vieux souches, des vieux sources, des vieux systèmes de réflexion, des langages, des références. Et c'est lui qui me reçoit, qui me rencontre, se cache derrière ces systèmes. Et il y a apparemment très difficile, il y a beaucoup de difficultés de briser ça pour faire un rencontre moins résistant. C'est pour cela que je parlais de résistance, ce type de résistance. Donc, résistance au choc, justement. Mais c'est bizarre parce qu'il n'y a rien de l'autre côté, parce que l'autre, il est aussi, disons, comme dirait Françoise Dolton à un certain moment, l'autre se trouve comme le homard, quand l'homard perd sa cuirasse, sa défense, sa carapace, justement. Quand il perd sa carapace. Alors, et c'est bizarre parce qu'en certaines conséquences, un sociologue dirait un effet pervers, c'est justement qu'il se trouve dans la marginalité. Dans les deux espoirs, souvent dans l'impossibilité, disons, d'être dans l'incomplétude, on pourrait le dire comme ça. Et c'est ça que, alors, à ces conditions, je dirais, oui, c'est un choc culturel. C'est un choc culturel pour toute la culture, parce que c'est un choc systémique. Donc, il y a un système qui, de toute façon, était en train de composer, notamment dans des sociétés, j'imagine, qui sont multiculturelles, percées, en fait, qui sont justement accueillants, qui a de tout maintenant, qui reçoit pas seulement de l'Amérique latine, mais de l'Asie, même antérieure, quoi, donc des communautés originaires, etc., et qui refont, resémantisent, resignifient leur situation, disons, leur rationalité communautaire, leur, en pluriel, rationalité communautaire, et celui qui arrive, il se trouve plus ou moins dans la même situation. Et je dis, c'est pas que je veuille parler de certaines éruditions sur les suicides, diagnostics, etc., cliniques, mais utiliser cette métaphore pour dire ces risques adolescents, ces risques de la prise de conscience, de cette demande, de cette question, est-ce que ce qui vient comme reflet du monde me représente complètement? Est-ce que je me vois? Est-ce que je trouve mon visage dans cette spéculeuse, dans cette miroir? Ben, souvent, on se sent isolé et on sent que ça n'arrive qu'à soi-même. Et on imagine que l'autre ne pense pas comme ça. C'est choc à condition de que ça soit conçu comme un choc de tous. Et nous vivons un double fait, parce que c'est les chocs qui s'expriment dans des communautés d'accueil, mais c'est aussi ces chocs qui s'expriment dans notre communauté. Et par des situations qui souvent sont classées comme des situations violentes. J'ai une autre question, merci. Je vais essayer de la interpréter. Et vous avez dit que dans les communautés d'origine, il y a plus de suicides des femmes comparativement à la population mondiale où il y a plus de suicides d'hommes. N'est-ce pas? Quelles sont les causes? En fait, ce que je vais préciser, parce que certainement
dis pas d'une façon correcte, je vais tâcher de le dire plus clair. Ce n'est pas exactement, disons, qu'il y a plus, disons, de femmes que des hommes, disons, puisque si les taux, les proportions standards sont 4 pour 4 suicides consommés d'hommes, on a 1 de femmes. Mais quand on a, disons, une différence de pour 3 suicides consommés d'hommes, on a 2 de femmes, la proportion change. Et c'est ça que je veux dire. Et quelles sont les femmes qui suicident? Ben justement, pour tâcher de concevoir un certain nombre d'explications. Et là, on trouve du culturel aussi. Du culturel de ce déchirement qui se fait dans la communauté d'expulsion, la communauté d'origine. D'abord, ça arrive chez les femmes jeunes, souvent mères jeunes, qui restent isolées dans 2 systèmes de domination qui sont dans 3 systèmes de domination qui sont complètement irrationnels par rapport, disons, à ces cassures de la logique traditionnelle. 1. Elles doivent rester à la maison en s'occupant des 2 soutiens souvent de la petite famille. Ce sont des jeunes épouses, si l'on veut dire. Souvent, la majorité des cas. Très, très jeunes. Des jeunes mères, parce que parfois, ils sont, disons, dans ce sens, des mères qui ont commencé à être mères très adolescents, justement à l'âge adolescent. 2, elles doivent assurer donc disons tout ce qui est l'enlèvement, la crianza, on dit chez nous. C'est ce processus d'éducation qui ne passe pas pour l'institutionnel, disons par le formel, mais qui est justement la transmission. Elle ne compte pas avec l'appui d'un mari qui souvent va dans la migration, disons, avec des valeurs, d'encadrement, des idéaux qui sont très rattachés au masculin, qui sont dans les traditionnels. Donc, quelque part, il est une espèce de mari, maître, qui est nourricière, quoi, en fait, qui apporte, qui est censé et obligé à apporter, mais qui exerce un certain sens d'autorité, mais qui ne se fait pas dans le quotidien, quoi, en fait, qui se fait par lettre, qui se fait par l'envoi de l'argent, et qui la rend un sujet beaucoup plus soupçonné, beaucoup plus observé, beaucoup plus pressé. Et puis, il y a une autre question en fait, qu'il faut le dire, mais qui est une explication tentative aussi, c'est que par des conditions souvent de la composition de la famille élargie, souvent, cette femme de migrant reste attachée à un système familial dont la belle-mère exerce un pouvoir matriarcal, si vous voulez le dire comme ça, et qui a un effet, disons, aussi de distribution de tâches de la reproduction domestique et économique très hiérarchisée. Et donc, elle, avec ses filles et avec les autres souvent, donc c'est une surveillance féminine, avec les autres femmes, peut-être d'un frère, aux sœurs, aux cousins migrants, exerce un système de surveillance. Je ne veux pas parler de Moyen-Âge, je ne dirais pas les Béguinov, qui se trouvent dans le nord, en Flandre, quoi, les Béguines, quoi, mais c'est quelque chose d'un contrôle social très fort. Et c'est là, comment vous me direz, et comment est-ce que vous
vous arrivez à des conclusions comme ça. Effectivement, je dis des hypothèses. Vous voyez, en lisant des notes suicidaires. En espagnol, on dit notas póstumas. C'est un peu incohérent. Au Mexique, on dit notas póstumas. Et c'est un peu incohérent parce qu'une fois qu'on est mort, on ne peut pas écrire. Disons, on dit suicide notes, ou notes suicide, effectivement. Mais à partir de lire une collection très... On a fait une collection très grande. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile de les avoir, car tout de suite, les contrôles judiciaires veulent les garder parce qu'il y a des soupçons, puisque c'est une mort violente, peut-être criminalisée, etc. Mais à un moment donné, nous avons eu accès à un tas très important pendant une certaine période de temps de notes. On a fait une petite systématique. Il y a même une publication. Mais c'est à cause de ça que l'on imagine que la rupture se fait dans des systèmes, que, je ne veux pas dire de culpabilisation, mais dans les systèmes traditionnels se brisent, mais il n'y a pas d'alternative. Et c'est bizarre. Ça, c'est l'explication. Voilà, je dirais, je crois que ça, c'est une des causes. Donc, il y a une contrôle et une exigence énorme sur les jeunes femmes. Je vais poser une dernière question car on est près de la fin. Et à cause de la migration, quels sont les dommages dans la population? Quels sont les dommages sociaux et je ne sais pas comment traduire émotionnellement, et les dommages sociaux et des émotions? Je ne sais pas. Est-ce que vous me comprenez? Oui. OK. Mais c'est ta dame. Une réponse condensée, s'il vous plaît. OK. C'est parce que vous avez dit, il y en a des Mexicains qui prennent beaucoup d'enthousiasme une fois qu'ils cassent, disons, qui sont désinhibés. Bon, disons. Socio-affectif, comment on dit? Conséquences socio-affectives. Ici, on m'a donné une traduction. À cause de la migration, comment les gens sont-ils socialement et émotionnellement endommagés? Endommagés, oui, émotionnellement. Endommagés. Merci Marie. Merci de ce soutien. Super. Bien. Il y a des subjectivités émergentes qui se montrent dans des lieux où l'on n'espérait pas que ça vienne, justement dans les milieux ruraux. Je vais nommer 3, comme peut-être une, je dis avec la migration. Et je veux être très... j'essaierai d'être très, comment on dit, qui marche sur des œufs, parce que même des questions de langage peuvent être en fait. 1. Socio-affective, je dirais. Donc, parce que ça fait bouger la question des affects. Il y a une question qui nous a fort étonnés. C'est la façon et comme ils ont changé des patterns de comportement sexuel. Je vais être très clair. Disons, là où il n'y a pas de régulation culturelle traditionnelle, ce qui ne veut pas dire un jugement moral, disons, hiérarchie sur l'un ou l'autre. Mais mettons, par exemple, la consommation de porno dans les habitudes sexuelles qui demandent, donc à l'estyle du Nord, maintenant c'est beaucoup plus, et qui demandent, par exemple, des pratiques sexuelles qui impliquent des soumissions, disons ce qu'on appelle des pornos, il y en a quelqu'un qui parlait ça, sorry, mainstream, non? C'est mainstream aussi, non? Et c'est-à-dire macho porno qui renforce l'idée dans une société qui est machiste de la soumission de femmes. En tout cas, il y a eu des changements, donc se sont exercés de systèmes d'un certain
violence domestique très importante. Une exigence de performativité sexuelle, économique sur les femmes, comparatif. Non? Mais là où les femmes n'ont pas, on avait en tout cas, facilement accès à des systèmes, disons, de compensation citoyenne, par exemple, de compréhension citoyenne. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'affectivité qui tombe tout de suite. Par exemple, les exigences de la mode. On dirait que ce n'est pas affectif. Mais tout ce qui est eating disorder, anorexie, boulimie, qu'on n'entendait pas la trouver à la campagne, quoi. Chez les paysans, chez les gens traditionnels, des corps complètement stylisés. Ça se passe en Afrique. Là, il y a beaucoup plus de littérature ce qui se passe en Afrique ou ailleurs qu'au Mexique. Mais ça, on a commencé à voir. Donc, il y a des trucs qui sont affectifs, disons, dans cette espèce de dilution complète. S'il y avait déjà des différences de genre importantes, maintenant, il y a une dilution qui mène tout de suite à la violence sans système de contention intermédiaire. 2. Disons, la question justement du rapport à la on a trouvé justement à la drogue, à la consommation. On parle beaucoup de dealers, de narco-production, etc. Mais ce que je constatais, d'ailleurs, je faisais une petite étude tout à fait comme ça, statistique. Quand les migrants vont dans des pays, disons, qui ont une rationalité développée autrement, qu'on dirait premier monde, etc., colonisation, etc. Souvent, les troubles de comportement et les troubles affectifs sont considérés dans le cadre de désordres psychiatriques. Et alors, nous recevons énormément de gens médiqués qui passent tout de suite à l'addiction. Ce sont des gens pré-médiqués, pré-diagnostiqués. Je ne peux pas dire que c'est la grosse majorité, mais là, disons, où les standardisations de l'affectif, donc la tristesse, le deuil, la rage, la frustration, l'incompréhension, etc., ça tout de suite est médicalisé, ça tout de suite est classé comme maladie mentale, comme perturbation. Et là, ça fait que quand ils arrivent, ils sont déjà des habitudes de dépendance clinique ou chimique qui sont très importantes. Je ne sais pas si ça va dans ce sens-là. Je crois qu'il y a d'autres, quoi. La cassure, l'absence de paternel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est le paternel, mais il n'y a pas de remplacement. Donc, je pense que ça nous donne une idée et que les dommages sont multiples. Et vraiment, ça, c'est les populations qui vont subir, ces dommages. Je vais arrêter ici parce qu'on a déjà largement dépassé, non pas tellement largement, mais on a dépassé notre temps. Je vous remercie énormément, professeur Macias, de votre intervention. Je pense que ça a ouvert la place à des réflexions futures et j'espère qu'à un moment donné, on pourra continuer ce dialogue. Et je vous donne rendez-vous pour la 12e édition qui, nous espérons fortement, se passera en présentiel. Il ne me reste qu'à remercier au nom de l'École des langues, de l'Institut d'études internationales de Montréal et du rectorat de l'UQAM, à nos conférencières et conférenciers, aux membres du corps consulaire et spécialement le Mexique pour cette conférence, la faculté de communication, différents services de notre université comme le service de communication et le service de relations internationales et diplomatiques, le public en général et tout spécialement nos étudiants à qui cette semaine est dédiée. On se dit à l'année prochaine. Bonne continuation. À bientôt et encore merci. Merci beaucoup. Hasta el año próximo. Hasta el próximo. Gracias. Muchas Adiós. gracias.